Il y a quelqu'un près de vous qui vous hait. Et le pire, c'est que vous ne le savez probablement pas. Cette personne sourit quand elle vous voit. Elle célèbre vos réussites en public. Elle semble être votre amie. Mais, à l'intérieur, chaque fois qu'il vous arrive quelque chose de bien, quelque chose de sombre se tord dans son esprit. Carl Jung a passé des décennies à étudier exactement ce qui se passe dans cet esprit. Et ce qu'il a découvert est perturbant, car l'envie n'est pas seulement un sentiment, c'est un processus en 6 phases qui commence au moment où cette personne vous rencontre et qui se termine par la décision consciente de vous détruire. Aujourd'hui, vous allez entrer dans l'esprit de l'envieux. Vous allez voir exactement comment fonctionne ce processus sombre. Et quand vous aurez terminé cette vidéo, vous saurez identifier à quelle phase se trouve quelqu'un qui vous envie, avant qu'il ne soit trop tard. Mais d'abord, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose que Jung considérait comme fondamental. L'envie n'est pas ce que la plupart des gens pensent. Les gens croient que l'envie, c'est vouloir ce que l'autre a. C'est incorrect. Ce serait du désir, de l'ambition, de l'aspiration, des choses qui peuvent être complètement saines. Jung a découvert que la véritable envie est quelque chose de beaucoup plus sombre. C'est la douleur que vous ressentez quand un autre a quelque chose que vous croyez secrètement que vous devriez avoir. Ce n'est pas que vous voulez ce qu'il a, c'est que vous croyez qu'il ne mérite pas de l'avoir. C'est que son succès vous rappelle votre propre échec. C'est que son bonheur amplifie votre misère. L'envie ne cherche pas à obtenir. L'envie cherche à détruire. Jung le disait ainsi, l'envieux ne veut pas monter là où vous êtes. Il veut que vous descendiez là où il est. Parce que vous voir au-dessus lui est insurmontable. Cela lui rappelle constamment qu'il a choisi de rester en bas. Cette distinction est cruciale pour comprendre ce que je vais vous révéler. Parce que les 6 phases du processus mental de l'envieux ne consistent pas à obtenir quelque chose. Elles consistent à détruire quelqu'un. Et ce quelqu'un pourrait être vous. Maintenant, laissez-moi vous montrer exactement comment fonctionne ce processus. La première phase est la comparaison initiale. Tout commence ici. L'envieux vous rencontre, vous observe et commence à se comparer à vous. Cette comparaison n'est pas consciente au début. Elle est automatique, instinctive. Jung a observé que nous nous comparons tous aux autres. Cela fait partie de la façon dont nous comprenons notre place dans le monde. Mais chez la personne ayant une tendance à l'envie, cette comparaison a une caractéristique particulière. Elle se termine toujours par sa propre perte. Peu importe le nombre de choses qu'elle possède, peu importe le nombre de réussites qu'elle peut célébrer, quand elle se compare à vous, elle trouve quelque chose, n'importe quoi, où vous êtes meilleur qu'elle. Cela peut être votre travail, votre partenaire, votre corps, votre personnalité, votre rire, votre façon de parler, n'importe quoi. L'envieux a un radar pour détecter exactement ce que vous avez et qu'il n'a pas. Et voici ce qui est crucial. Cette comparaison ne se base pas sur la réalité objective. Elle se base sur la perception distordue de l'envieux. Il peut avoir plus d'argent que vous, mais il enviera votre liberté. Il peut être plus attirant que vous, mais il enviera votre confiance. Il peut avoir un meilleur travail que vous, mais il enviera la façon dont les gens vous regardent quand vous entrez dans une pièce. Jung appelait cela la sélectivité de l'ombre. La partie sombre de l'esprit cherche activement des raisons de se sentir inférieur. Et elle les trouve toujours. Cette première phase peut durer des minutes, ou elle peut durer des années. Mais elle mène inévitablement à la deuxième phase. La deuxième phase est la blessure narcissique. La comparaison constante finit par générer de la douleur. Une douleur très spécifique que Jung a identifiée comme blessure narcissique. Cela fonctionne ainsi. Chaque fois que l'envieux pense à ce que vous avez et qu'il n'a pas, quelque chose à l'intérieur de lui se brise un peu. Son image de lui-même se fracture. Son ego subit une blessure. Imaginez que vous avez une plaie ouverte et que quelqu'un la touche constamment. C'est ce que ressent l'envieux chaque fois qu'il vous voit réussir. Heureux, ou simplement être vous-même. Mais voici ce qui est perturbant. L'envieux ne peut pas s'empêcher de regarder. Il ne peut pas s'empêcher de se comparer. C'est comme s'il touchait compulsivement sa propre plaie. Cela fait mal, mais il ne peut pas s'arrêter.
Jung a observé que cette phase génère un mélange d'émotions que l'envieux ne comprend pas complètement. Il ressent de la douleur quand vous allez bien. Il ressent du soulagement quand vous allez mal. Il ressent de la confusion parce qu'il sait que ses réactions ne sont pas normales. Il ressent de la honte d'avoir ces sentiments. Et cette honte est importante parce que l'envie est l'une des rares émotions que les gens cachent même à eux-mêmes. Personne ne veut admettre qu'il envie un autre. C'est trop humiliant. Alors l'envieux fait quelque chose que Jung considérait comme le moment critique de tout le processus. Il réprime l'envie. Il la pousse vers l'ombre. Il décide, inconsciemment, de ne pas reconnaître ce qu'il ressent vraiment. Et cela nous mène à la troisième phase, qui est là où les choses deviennent vraiment dangereuses. La troisième phase est la projection de l'ombre. C'est ici que Jung a fait sa découverte la plus importante sur l'envie, quand une émotion est trop douloureuse pour être acceptée. L'esprit la projette vers l'extérieur. Au lieu de sentir « c'est quelque chose de mauvais en moi », le cerveau inverse l'équation « c'est quelque chose de mauvais en toi ». L'envieux, incapable d'accepter qu'il vous envie, commence à se convaincre qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Soudain, votre confiance se transforme en arrogance. Votre succès se transforme en chance imméritée. Votre bonheur se transforme en superficialité. Votre façon d'être, qui avant lui générait simplement une comparaison défavorable, se transforme maintenant en quelque chose qui le dérange activement. Et le plus perturbant, l'envieux croit genuinement ces choses. Il ne ment pas consciemment. Son esprit a fait une manœuvre pour protéger son ego. Au lieu de penser « je me sens inférieur comparé à cette personne », il pense « cette personne a des défauts qui me dérangent ». Jung appelait cela l'alchimie de l'ombre. L'envie se transforme en critique. L'admiration secrète se transforme en mépris. Le désir d'être comme vous se transforme en le désir que vous cessiez d'être comme vous êtes. Cette phase est quand vous commencez à remarquer des changements dans la façon dont l'envieux vous traite. Les commentaires deviennent subtilement critiques. Son soutien devient tiède. Sa présence devient inconfortable. Mais vous n'avez pas encore vu le pire. Parce que la quatrième phase est là où le processus devient activement destructeur. La quatrième phase est la justification morale. L'envieux a maintenant un problème. Il ressent de l'hostilité envers vous. Il ressent des impulsions de vous faire du mal, de vous saboter, de vous voir échouer. Mais ces impulsions se heurtent à son image de lui-même comme une bonne personne. Alors son esprit fait quelque chose de brillamment pervers. Il construit une narrative où vous faire du mal est justifié. Jung a observé que cette narrative suit toujours le même schéma. L'envieux se convainc que vous, d'une manière ou d'une autre, méritez d'être puni, que vous avez fait quelque chose de mal, que vous êtes une mauvaise influence, que votre succès nuit aux autres, que quelqu'un ait besoin de te remettre à ta place. Cette narration n'a pas besoin d'être logique. Elle n'a pas besoin de se baser sur des faits. Elle a juste besoin de permettre à l'envieux de se sentir bien avec lui-même, en contemplant ta destruction. Voici quelques exemples que Carl Jung a documentés chez ses patients. Sophie a du succès parce qu'elle manipule les gens. Alors je mérite de la démasquer. Antoine a tout si facilement parce qu'il n'a jamais vraiment souffert. Quelqu'un devrait lui montrer la réalité. Il se vante toujours de ses réussites. Il a besoin d'une leçon d'humilité. Tout est faux. Ce bonheur qu'il affiche ne peut pas être réel. Quelqu'un devrait exposer la vérité. Ces justifications transforment l'envieux de méchant en héros dans son esprit. Il ne te hait plus par envie. Il te hait parce que tu le mérites. Il te sabote parce que c'est le juste. Il te détruit parce que le monde sera meilleur sans ta fausse perfection. C'est la phase où l'envieux devient véritablement dangereux, parce qu'il a maintenant la permission interne d'agir. Mais calme-toi, parce que la cinquième phase est celle où tout cela se matérialise en actions concrètes. La cinquième phase, c'est la planification du sabotage. L'envieux a maintenant la justification morale pour te faire du mal. Mais il ne va pas t'attaquer ouvertement. Ce serait trop évident. Cela révélerait son envie. Cela endommagerait son image publique. Au lieu de cela, il commence à planifier des formes subtiles de te saboter, des formes qui peuvent être niées,
des formes qui ressemblent à des accidents, des formes qui maintiennent ses mains apparemment propres. Carl Jung a identifié plusieurs types de sabotage que les envieux utilisent. Le sabotage informationnel. Cacher des informations dont tu as besoin. Donner des informations fausses ou incomplètes. Ne pas t'avertir de choses importantes. Le sabotage social. Parler mal de toi dans ton dos. Semer des doutes sur toi chez d'autres personnes. Créer des coalitions contre toi. Le sabotage d'opportunité. Ne pas te recommander quand il pourrait. Ne pas t'inclure quand il devrait. Ne pas te soutenir quand il serait naturel de le faire. Le sabotage émotionnel. Dire des choses qu'ils savent qui vont te blesser. Déguisé en préoccupation. Questionner tes décisions de manière qui génère de l'insécurité. Célébrer tes réussites de forme qui les minimise. Le plus perturbant dans cette phase, c'est la patience. L'envieux peut attendre des mois ou des années pour trouver l'opportunité parfaite de te blesser. Pendant ce temps, il sourit. Pendant ce temps, il semble être ton ami, ou plutôt, ton prétendu ami. Pendant ce temps, il accumule des informations sur tes vulnérabilités pour les utiliser quand le moment arrivera. Carl Jung comparait cela à un prédateur attendant patiemment que sa proie baisse la garde. L'envieux n'a pas de hâte. Il a toute la vie pour te détruire. Et cela nous amène à la 6e et dernière phase. La 6e phase, c'est l'exécution et le soulagement temporaire. L'envieux agit finalement. Le sabotage qu'il a planifié pendant des mois ou des années s'exécute finalement. Il peut être grand ou petit. Il peut être un seul coup dévastateur ou une série de petites trahisons accumulées. Mais finalement, cela arrive. Et c'est là que Carl Jung a observé quelque chose de fascinant sur la psychologie de l'envie. Le moment du sabotage apporte un soulagement. Pour un instant, l'envieux sent que la pression interne diminue. Te voir tomber, te voir souffrir, te voir perdre quelque chose, lui procure une sensation de satisfaction qui est presque physique. Carl Jung a appelé cela l'orgasme de l'ombre. C'est le moment où toute l'énergie sombre qui s'est accumulée pendant les phases antérieures se décharge finalement. C'est libérateur. C'est plaisant d'une manière que l'envieux n'admettra probablement jamais. Mais cette satisfaction est temporaire, très temporaire, parce que le problème fondamental n'a pas changé. Ta chute n'élimine pas l'infériorité que l'envieux ressent. Ton échec ne lui donne pas le succès qu'il n'a pas. Ta souffrance ne guérit pas son vide intérieur. Très bientôt, la comparaison recommence. Le cycle se réinitialise et l'envieux cherche une nouvelle cible, ou pire, revient se concentrer sur toi, cherchant plus de façons de te blesser. Carl Jung a documenté des cas de patients qui avaient été sabotés répétément par la même personne pendant des décennies. Chaque fois qu'ils se rétablissaient, l'envieux trouvait une nouvelle manière de les abattre. Le cycle ne se terminait jamais tant que la relation continuait. C'est la réalité de l'esprit de l'envieux. Ce n'est pas un sentiment passager. C'est un processus cyclique qui se nourrit de ta douleur et ne se satisfait jamais complètement. Maintenant que tu connais les 6 phases, tu dois apprendre à les identifier en temps réel, parce que la seule défense efficace est de détecter le processus avant qu'il n'arrive à la phase d'exécution. Carl Jung a identifié des signaux spécifiques pour chaque phase. Laisse-moi te les montrer. Signaux de la phase 1, la comparaison initiale. Dans cette phase, l'envieux pose des questions qui semblent innocentes, mais qui en réalité cherchent des points de comparaison. Combien tu gagnes? Où tu habites? Comment tu as obtenu ce travail? Combien ça t'a coûté? Tu commences aussi à remarquer qu'il t'observe plus que la normale. Pas de manière menaçante, mais avec une attention particulière à tes réussites, tes possessions, ton style de vie. Si quelqu'un de nouveau dans ta vie semble inhabituellement intéressé par les détails de ton succès, il pourrait être dans la phase UN, signaux de la phase 2, la blessure narcissique, ici. Les réactions émotionnelles de l'envieux commencent à ne pas avoir de sens. Tu partages une bonne nouvelle et sa réponse est tiède. Tu racontes une réussite et il change de sujet rapidement. Tu exprimes ton bonheur et il semble inconfortable. Tu peux aussi noter des micro-expressions de douleur quand tu parles de choses positives dans ta vie. Un éclair dans les yeux, une moue rapidement corrigée, une rigidité momentanée.
Carl Jung enseignait que le corps ne ment pas. Quand quelqu'un ressent de la douleur à cause de ton bonheur, son visage le révèle pendant des fractions de secondes avant qu'il puisse le contrôler. Signaux de la phase 3. La projection de l'ombre. Cette phase est quand les commentaires commencent à avoir un tranchant. Ce qui avant étaient des questions neutres se convertissent maintenant en critiques déguisées. Tu es SR que c'est une bonne idée? Je suis content pour toi. Même si personnellement je ne l'aurais pas fait ainsi. Tu ne trouves pas que tu es un peu prétentieux? L'envieux commence à trouver des défauts dans tout ce que tu fais. Des défauts qu'avant il ne mentionnait pas. Des défauts qui semblent surgir de nulle part. Si quelqu'un qui avant te soutenait trouve maintenant constamment des problèmes avec tes décisions, il pourrait être dans la phase 3, signaux de la phase 4, la justification morale. Ici, c'est quand l'envieux commence à construire sa narration sur toi. Et pour cela, il a besoin de la partager avec les autres. Tu commences à entendre qu'il a parlé de toi dans ton dos, pas nécessairement en mentant, mais en présentant des informations de manière qui te fait mal voir, exagérant tes défauts, minimisant tes vertus, semant des doutes sur tes intentions. L'envieux dans cette phase commence aussi à se positionner comme victime d'une manière ou d'une autre. Il peut suggérer que tu l'as maltraité, que tu l'as ignoré, que ton succès lui est, d'une manière ou d'une autre, causé préjudice. Signe de la phase 5, la planification du sabotage. C'est la phase la plus difficile à détecter, parce que l'envieux la cache activement. Mais il y a des signes. L'envieux, dans cette phase, commence à poser des questions stratégiques sur ta vie, pas par curiosité, mais en cherchant des vulnérabilités. Que se passerait-il si tu perdais ce client? Ton chef sait-il que tu es arrivé en retard hier? Ta partenaire, Sophie, sait-elle que tu étais avec cette personne? Tu peux aussi remarquer que l'envieux commence à se positionner près de personnes importantes pour toi. Il devient ami avec ton chef, se connecte avec tes amis, entre dans ton cercle social, pas pour profiter de ces relations, mais pour avoir accès quand le moment sera venu. Signe de la phase 6, l'exécution. Ici, il n'y a plus de signes. Ici, il y a de l'action. Le sabotage a déjà eu lieu ou est en train de se produire. La seule chose que tu peux faire dans cette phase est de limiter les dégâts et de t'éloigner. Maintenant, si ce contenu te révèle des schémas que tu as vécus sans comprendre, si finalement quelqu'un explique des comportements qui t'ont confondu pendant des années, considère faire un clic sur le Super Thanks ici en bas. Ce que tu viens d'apprendre, les 6 phases du processus mental de l'envieux et les signes pour identifier chacune d'elles. C'est une information qui peut te sauver des années de dégâts accumulés. Cela peut t'aider à identifier à temps qui dans ta vie traverse ce processus obscur. Quand tu soutiens ce contenu, tu dis « Continue à révéler ces schémas que d'autres préfèrent ignorer. Continue à donner du pouvoir aux personnes qui ont besoin de comprendre pourquoi il leur arrive ce qui leur arrive. » Maintenant, laisse-moi te donner les techniques de Carl Jung pour te protéger une fois que tu identifies un envieux. Carl Jung, un psychanalyste suisse, dont les travaux sur l'ombre, cette partie cachée de notre psyché, sont essentiels pour comprendre les dynamiques de l'envie. La première technique est l'économie d'information. Carl Jung enseignait que l'envieux a besoin de se comparer à toi pour que le processus continue. Si tu élimines les points de comparaison, le processus s'arrête ou au moins ralentit. Cela signifie arrêter de partager des réussites, des succès, ou des moments de bonheur avec des personnes que tu soupçonnes d'être dans les premières phases du processus. Pas par honte, pas par insécurité, par stratégie. L'envieux qui ne connaît pas tes réussites ne peut pas se comparer défavorablement. L'envieux qui ne connaît pas ton bonheur ne peut pas ressentir la blessure narcissique. Coupe l'approvisionnement d'informations et tu coupes le combustible du processus. La deuxième technique est la neutralité émotionnelle. L'envieux alimente son processus de ta réaction émotionnelle. S'il te voit affecté par ses critiques, cela confirme que son pouvoir sur toi existe. S'il te voit blessé par son sabotage, cela lui donne la satisfaction qu'il cherche. Carl Jung recommandait de développer la capacité de ne pas réagir émotionnellement face à l'envieux, ne pas montrer de douleur quand on te critique, ne pas montrer de frustration quand on te sabote, ne pas leur donner la satisfaction de voir que cela t'affecte. Cela ne signifie pas ne pas ressentir, cela signifie ne pas montrer.
Cela signifie traiter tes émotions en privé, avec des personnes de confiance, loin des yeux de l'envieux. La troisième technique est la documentation silencieuse. Carl Jung a observé que les envieux sont des experts pour nier leurs actions. Quand tu les confrontes, ils ont des excuses préparées. Quand tu les accuses, ils te font paraître paranoïaque. La protection contre cela est de tout documenter. Garder des messages, noter des conversations, maintenir un registre des incidents, pas pour l'utiliser nécessairement, mais pour avoir de la clarté sur ce qui se passe réellement, parce que l'envieux tentera de te faire douter de ta perception, tentera de te convaincre que tu exagères. Ta documentation te maintient ancré dans la réalité. La quatrième technique est le réseau de réalité. Tu ne peux pas affronter un envieux seul. Tu as besoin de personnes qui te connaissent bien, qui puissent voir la situation objectivement, qui t'aident à maintenir une perspective. Carl Jung appelait ces personnes des témoins de réalité. Leur fonction est de te confirmer que ce que tu vois est réel, que les schémas que tu identifies existent, que tu n'imagines pas des choses. C'est particulièrement important parce que l'envieux travaille souvent pour t'isoler. Il veut être le seul qui te donne du feedback sur toi-même. Il veut contrôler la narrative. First, ton réseau de réalité empêche ce contrôle. La cinquième technique est le retrait stratégique. Parfois, la seule protection efficace est de s'éloigner. Carl Jung ne recommandait pas la confrontation directe avec les envieux, parce que cela fonctionne rarement. L'envieux niera simplement tout et te fera paraître l'agresseur. Au lieu de cela, Carl Jung recommandait le retrait stratégique, réduire le contact graduellement, créer de la distance sans drame, cesser d'être disponible sans explication qui pourrait être utilisée contre toi. L'envieux remarquera ta distance, mais sans une confrontation directe. Il n'aura pas d'excuse pour intensifier son hostilité. Tu deviendras simplement moins accessible, moins disponible, moins présent dans sa vie. Et sans ta présence, le processus perd son objectif. Laisse-moi te parler de Camille. Camille a travaillé 15 ans avec la même collègue, Léa. Elle avait toujours senti que quelque chose n'allait pas dans cette relation, mais elle ne pouvait pas identifier quoi. Quand elle a appris les 6 phases du processus de l'envieux, tout a pris un sens. Léa avait traversé chacune de ces phases. Les questions initiales sur la vie de Camille, qui semblaient une curiosité innocente. Le changement graduel dans son attitude quand Camille a commencé à avoir du succès. Les commentaires critiques déguisés en conseils. Les conversations dans le dos que Camille a découvert par des tiers. Et finalement, le sabotage. Léa avait bloqué une promotion importante pour Camille en parlant négativement avec le chef. Pendant des années, Camille avait essayé de comprendre ce qu'elle avait mal fait. Elle avait essayé d'être une meilleure amie. Elle avait essayé d'inclure Léa. Elle avait essayé d'arranger une relation qu'elle ne savait pas qui était brisée depuis le début. Quand finalement elle a vu le schéma, Camille a implémenté les techniques de Carl Jung. Elle a cessé de partager ses réussites avec Léa, a maintenu une neutralité émotionnelle quand Léa faisait des commentaires critiques, a documenté les incidents, a construit un réseau de réalité avec des collègues de confiance, et graduellement, elle a créé de la distance. Léa a réagi exactement comme Carl Jung le prédisait. D'abord, elle a essayé de récupérer l'accès à la vie de Camille. Après, elle a essayé de créer un conflit pour forcer une confrontation. Et finalement, quand rien n'a fonctionné, elle a simplement cherché un autre objectif. Camille n'a pas eu à démissionner de son travail, n'a pas eu à créer un scandale, n'a pas eu à confronter directement Léa. Elle a juste eu à comprendre le processus et à se protéger de lui. Carl Jung disait que la conscience est la meilleure défense. Pas parce que la conscience change l'envieux. Elle ne le fait pas. Mais la conscience te permet de voir le jeu qui se joue. Et quand tu vois le jeu, tu cesses d'être une victime inconsciente et tu deviens un joueur stratégique. Il y a quelque chose de plus que Carl Jung enseignait sur l'envie que j'ai besoin de partager avec toi. L'envie est contagieuse. Quand on vit avec une personne envieuse, surtout si on ignore qu'elle l'est, on commence à absorber son énergie. On commence à douter de soi-même. On commence à minimiser ses propres réussites pour ne pas provoquer son malaise. On commence à cacher son bonheur pour éviter sa souffrance. Peu à peu,
L'envie de l'autre commence à affecter la façon dont on se perçoit soi-même. Et c'est peut-être le plus grand dommage qu'un envieux puisse causer. Te rabaisser, te rendre petit, pour qu'il ne se sente pas si mal. Carl Jung appelait cela le vampirisme psychique de l'envie. L'envieux draine ton énergie vitale, ta confiance, ta capacité à briller. Non pas parce qu'il te la vole directement, mais parce que tu l'éteins. Pour ne pas l'offenser, ne permets pas cela. Ta lumière n'est pas une insulte pour personne. Tes succès ne sont pas une attaque contre qui que ce soit. Ton bonheur n'est pas responsable de la douleur de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un ne peut pas supporter que tu brilles, c'est son problème. Un problème que Carl Jung a décrit avec une précision scientifique. Un problème qui a 6 phases identifiables. Un problème dont tu sais maintenant comment te protéger. Mais il y a une dernière mise en garde de Carl Jung, que tu dois écouter. Nous sommes tous capables d'envie. Nous avons tous cette graine sombre en nous. La différence entre une personne saine et un envieux destructeur, ce n'est pas l'absence d'envie. C'est ce qu'ils en font. La personne saine reconnaît quand elle ressent de l'envie. Elle l'accepte comme une information sur ce qu'elle désire dans sa vie. Elle l'utilise comme carburant pour sa propre croissance. Elle se dit « Cette personne a quelque chose que je veux. Comment puis-je travailler pour l'obtenir aussi ?» L'envieux destructeur rejette cette émotion. Il la réprime, il la projette, et il finit par détruire, au lieu de construire. C'est la projection de l'ombre, ce concept clé de Jung, où l'on attribue à l'autre ce que l'on refuse de voir en soi. Alors que tu identifies les envieux dans ta vie, n'oublie pas de faire ce travail interne avec toi-même. Demande-toi, quand je ressens cette piqûre de comparaison, qu'est-ce que j'en fais? L'utilises-tu pour détruire ou pour grandir? Parce que la connaissance que tu viens de recevoir n'est pas seulement pour te protéger des autres. Elle est pour t'assurer que tu ne parcourras jamais ces 6 phases obscures, que tu ne deviennes jamais ce dont tu as besoin de te protéger. Et si tu connais quelqu'un qui est en train d'être drainé par un envieux, partage cette vidéo avec cette personne. Parfois, comprendre ce qui se passe est la première étape pour se libérer. Commente ici-bas dans quelle phase tu crois que se trouve quelqu'un que tu connais. Tu n'as pas besoin de donner de nom, seulement le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je veux savoir combien d'entre nous ont identifié ces schémas dans leur vie, parce que l'envie est courante, mais la compréhension de son processus interne est rare. Et cette compréhension peut te sauver